messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. La sécurité routière au cœur de nos préoccupations. Déjà 11 morts sur nos routes. Comment expliquer ces chiffres? Comment aller plus loin en matière de prévention et éclairage? Avec Patrick Bordet, chargé de prévention et de sécurité routière. L'occasion de parler aussi rééducation. Focus sur le centre Tetiare TNTV. Vous y emmène. Objectif, l'autonomie. Et à la veille des J-100, le compte à rebours est lancé, coulisses des préparatifs dans ce journal. TNTV reçoit un homme caméléon. Ce soir, on ne le présente plus. Christopher Prenat nous parlera de son rôle du moment. Tioti dans la pièce 100% Réo Tahiti au Morito Taourine. Et enfin, notre traditionnel rendez-vous du dimanche se décline sur les tatamis, sur l'eau et avec le ballon ovale au programme, rugby, voile, taekwondo et bien d'autres. C'est un fervent défenseur des langues polynésiennes qui s'en est allé avec une figure de l'éducation, donc de la politique. Jean-Marius Rapoto est décédé ce matin des suites d'une longue maladie et laisse derrière lui l'image d'un Polynésien engagé en parcours unique. Un pilier selon l'un de ses frères, Christian, a rencontré C'est l'émotion pour Christian. Je m'y attendais un peu. Instituteur, directeur d'école, chef d'établissement, conseiller technique en langue et culture maori, Jean-Marius Rapoto aura consacré l'essentiel de sa vie à l'enseignement. La langue tahitienne également un fil rouge pour ce Polynésien né à Papara. Et c'était le premier homme qui a relancé le orero. Docteur en sciences des langues, il associera également la politique à ses engagements. Autonomiste, élu à l'Assemblée, il sera ministre de l'Éducation à plusieurs reprises, notamment sous le gouvernement Temaru. C'était quelqu'un de très intelligent. Il était directeur de l'école Viennon à Papeete. Puis après, il est parti en France faire ses études. Jamais à court d'idées, il créera son propre parti et ira même jusqu'à se lancer dans l'entrepreneuriat avec une fabrique d'huile de coco sur les terres familiales de l'atoll de Niau. Un parcours multitâche qui prendra le chemin de l'église où sa famille y trouve un ancrage important. Fils du pasteur Samuel Rapoto, ancien président de l'église évangélique, frère de Turo Rapoto, linguiste et théologien, Jean-Marius deviendra naturellement l'un des référents pour la langue tahitienne, une mission en famille. On s'aimait très bien. Quand il avait besoin de quelque chose, il m'appelait. Et puis quand j'allais à Papeete, il n'était pas encore malade. On se retrouvait chez moi. Élevé en 2019 au rang d'officier de l'ordre de Tahiti Nui, le président Fritsch saluera un parcours unique et exceptionnel teinté de valeurs d'intégrité. Jean-Marius Rapoto est décédé ce dimanche à l'âge de 82 ans. L'une de ses dernières volontés était d'être exposé à la mairie de Fa'a'a où il était conseiller municipal. Une veillée se tient actuellement à la mairie de Fa'a'a. Les obsèques sont prévues pour demain à Lurani. Ouvrons une page sécurité routière. Vous connaissez le triste bilan depuis le début de l'année. Les accidents se multiplient et laissent à des proches dans le désarroi, mais aussi des blessés. Qu'en est-il de la prise en charge de ces victimes au centre Tetiare? Plusieurs patients font l'objet d'un suivi médical au cas par cas. Objectif, les aider à retrouver leur autonomie tout en préservant l'humain. Heymanu Manoutai et Naya Bennett. Ces missions sont essentielles, soutien, soins aux personnes et rééducation. Le centre Tetiare a reçu en 2024 24 patients victimes de la route, parmi lesquels 10 présentaient des lésions neurologiques et 7 des traumatismes de la moelle épinière. Sur les 24 patients qui ont été accidentés, qui sont passés chez nous, 87% relevaient d'accidents de scooter de 2 roues. On essaye bien évidemment de faire un travail de sensibilisation, non pas que des patients, mais des familles. Les équipes médicales sont mobilisées depuis 36 ans. Dans ce centre qui accueille chaque année environ 600 patients, la prise en charge des victimes est assurée par une centaine de soignants. Le parcours de soins est orienté vers le retour à une autonomie suffisante, mais aussi vers un suivi psychologique. On a à peu près de tous les âges, ça va de très jeunes. On a des personnes de 16 ans, 15 ans qui viennent et du coup ça nécessite
une grosse prise en charge au centre Tétiaré. Et puis nous, on les accompagne dans les soins de la vie quotidienne. Donc réapprendre à se laver, réapprendre tout ce qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, le centre a la capacité et la compétence pour prendre en charge des cas particuliers. Spécialisé en rééducation, Tétiaré offre des programmes qui ont fait leurs preuves afin d'accompagner progressivement le patient vers son domicile après un traumatisme de la route. Des missions de rééducation après un accident de la route, on vient de le voir, nous sommes dans l'après. Parlons de l'avant avec la prévention et la parole de terrain. Vous faites partie de ces partenaires qui sont en première ligne. Vous êtes gendarme au sein de la section prévention. Patrick Bordet, Yaurana. Yaurana Davidson. Alors, regardons ensemble les chiffres. Donc 11 victimes en 2025. À la même période, nous étions à 9 victimes en 2024. Pourquoi cette réalité des chiffres inquiète le terrain? Oui, effectivement. Donc, l'année dernière, nous avons eu donc 9 décès sur les routes sur le premier trimestre, donc de janvier à mars. Et cette année, nous sommes à 11 morts, rien qu'en février et en mars, en sachant qu'en janvier, nous n'avons pas eu de décès sur les routes. Mais ça devient de plus en plus préoccupant. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que malheureusement, beaucoup de personnes au sein de la population polynésienne ne respectent pas le code de la route et sont inconscients. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces statistiques et le mode de conduite, hausse des conduites sous alcool et stupéfiants peut-être? Oui, effectivement. Donc, depuis le début de l'année, on s'est aperçu que le nombre de conduites sous l'effet de l'alcool et ou sous l'effet des drogues a augmenté par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Donc, on a vraiment l'impression que les gens ne prennent pas conscience que la route, ce n'est pas un terrain de jeu et on peut y mourir ou on peut être blessé gravement, comme on a vu dans le reportage. D'accord. Il faut relever le comportement des deux roues également? Oui, effectivement, on a aussi une grosse problématique actuellement sur la catégorie des 50 et 125 cm3 où on a des comportements complètement surréalistes sur la route. En plus des comportements, on peut parler de mentalité, de sentiment d'impunité? Oui, alors effectivement, il y a des gens qui ont l'impression que la loi n'est pas assez dure et peut-être qu'effectivement, il faudrait la durcir en augmentant les sanctions, notamment les sanctions financières, voire peut-être même mettre en place une fourrière et peut-être que si on retire les véhicules des mains des gens, ils réfléchiront à deux fois avant de faire n'importe quoi. En matière de prévention, il existe plusieurs leviers. Vous agissez en tant que gendarme et vous parlez d'éducation. Oui, effectivement. Donc, alors, en matière de prévention, donc, on intervient dans les écoles, mais essentiellement au niveau des collèges. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on redescende au niveau des primaires, voire des maternelles, de manière à ce que la sécurité routière rentre dans la culture polynésienne, parce qu'on a beaucoup trop de morts et de blessés sur les routes. Autre levier de prévention avec les partenaires, la sensibilisation. Et il y a un avant, après Covid, sensibilisation qui se fait depuis. Oui, effectivement. Donc, à l'époque, avant Covid, donc, nous avions des opérations comme le permis piéton dans les petites écoles. On avait les pistes cyclables avec des partenaires qui aujourd'hui ne financent plus ces opérations. À côté de ça, on a aussi une grosse opération qui s'appelle Halte à la prise de risque sur les routes destinée aux 17-25 ans, où là, donc, les stagiaires peuvent gagner des formations complètes au permis de conduire et au BSR. Il y a tout de même des opérations de sensibilisation qui fonctionnent. Exemple, l'opération Halte à la prise de risque, on l'a vu hier sur TNTV, avec une particularité cette année. Oui, effectivement. Donc, cette année, on fête les 20 ans de cette opération et on tient à remercier donc, tous les sponsors et les partenaires qui sont avec nous, que ce soit le Haut Commissariat de la République, que ce soit le pays et que ce soit tous les partenaires privés donc, qui sont avec nous. Et donc, le mois prochain, le 26 avril, nous donnons rendez-vous à un maximum de jeunes parce que donc, nous fêtons les 20 ans de cette opération. Patrick Bordet, s'il y avait un message à faire passer, et ce sera donc le mot de la fin? Alors oui, il y a un message qu'on souhaite faire passer donc, à toute la population. Un accident, c'est pas anodin, ça peut créer beaucoup de problèmes dans les familles, qu'on ait une victime qui soit décédée ou qui soit blessée ou qui soit handicapée. Donc voilà, le message qu'on veut faire passer, c'est protégez-vous, respectez le code de la route de manière à ce que les familles restent en joie. Merci beaucoup, Patrick Bordet, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Davidson.
Après, à l'approche du Heivaï Tahiti, le compte à rebours a démarré depuis. Donc, regardez ces images, 101 jours et à 21h05 et 46 secondes avant la tenue du plus grand événement de l'année. Les premières répétitions ont déjà eu lieu. Et les magasins spécialisés se tiennent prêts. Exemple à Pire Air avec Alex et Herivai, deux passionnés et une boutique dédiée aux passionnés de la danse tahitienne. Car les commandes affluent avec eux ce dimanche. Meriteato. Leur boutique est devenue leur deuxième maison, car il faut du temps consacré à répondre aux commandes des uns et des autres. C'est des morées qu'on reçoit de Wahine et d'Irarumatei. Et ce sont des morées qui seront teints. Ils sont déjà tous réservés par les groupes, différents groupes, que ce soit amateurs ou professionnels, et même peut-être des groupes de chant. Une caverne d'Ali Baba selon la clientèle, parce qu'on y trouve tous les trésors rassemblés en un seul endroit. Coquillages, tissus, matières végétales, etc. Tout pour parer les futurs danseurs du Heiva de la plus belle des façons. J'avoue que ça dépend vraiment bien quand on a besoin d'une matière en particulier. C'est souvent comme ça. À la base, on vient pour un truc et on repart avec plusieurs choses. Parce que pour nous, c'est un peu la caverne d'Alibaba. Donc, je suis venu pour du firinapé. Et du coup, je repars avec aussi du kiri et peut-être autre chose. Je vais faire un tour vite fait avant de partir. L'objectif de cette boutique, c'est d'être là pour les clients qui en ont besoin tout de suite. Et on fait aussi tout ce qui est accompagnement concernant les bases, préparer ces bases, on coud ça pour les personnes, qui leur permet à eux d'être prêts plus rapidement, surtout s'ils ont pris du retard. En collaboration avec des artisans des Tuamotu et des Rarumatei, le couple s'organise pour remplir le stock chaque semaine. Le Kirihari est l'une des matières les plus recherchées par les danseurs. On fait également de la teinture pour les groupes de danse, de chant, les associations, les écoles de danse. Et on en fait assez souvent. Dernièrement, j'en ai teinté près de 200 déjà. Et il m'en reste encore pas mal à faire avant à l'approche du Heiva. Ceux-là, ce sont des morées déjà utilisés que quelqu'un a souhaité réutiliser. Et du coup, il nous a demandé de les reteindre pour leur donner une seconde vie. Maintenant, on va les laisser sécher. Heureusement, il fait beau. Ça va aller plus vite. Car il faut s'adapter aussi bien à la météo qu'à sa clientèle et à des demandes particulières. Proposer des produits made in fénois et s'adapter à une clientèle qui se prépare à l'événement le plus important de l'année. Il ne faut juste pas avoir peur du travail et du temps que ça prend. Et tant que tu es organisé, tout roule. Au Morito, Taouvene, 4 ans que la pièce est jouée. 3000 spectateurs l'ont vue au Fénois. C'est la première pièce de théâtre adaptée en langue tahitienne depuis Temanutane, il y a plus de 30 ans. Et parmi les 7 comédiens, un humoriste, styliste, maquilleur et même guide touristique se touche à tout. Et de passage à Tahiti dans le rôle de Tioti, le monteur de la pièce. Et Christopher Prena, Yaorana. Yaorana. Alors, Christopher, c'est une adaptation en Reo Tahiti. La direction de la scène pour un extrait, on en parle tout de suite. Après, donc justement, cet extrait de la pièce. Non, on dit... Voilà, c'est une adaptation en Reo Tahiti de la célèbre pièce « Ma femme s'appelle Maurice ». Sans tout dévoiler, quel est le pitch de cette comédie? Alors, le pitch de la comédie, tu as très bien présenté. Je vois que je t'intimide un petit peu. Alors, le pitch de cette histoire, c'est effectivement l'adaptation en Reo Tahiti de Ma femme s'appelle Maurice. C'est un vaudeville vraiment de plus classique. C'est l'histoire de Choti qui vit au crochet de sa femme, qui est extrêmement riche et qui a aussi une maîtresse qui veut tout dévoiler à sa femme. Mais entre-temps, il va rencontrer Morito, qui travaille pour le secours populaire et qui se rend compte des problèmes de Choti. Et qui va vouloir l'aider justement. Alors du coup, étant donné qu'il veut proposer son aide, Choti va avoir la brillante idée de lui demander de se faire passer pour sa femme. C'est même la raison pour laquelle vous nous voyez habillés en femme sur l'affiche. Il y a un coup de chance derrière ce rôle. Comment on peut être pris à un casting sur un rôle 100% tahitien lorsqu'on ne parle pas tahitien?
Et effectivement, tu as totalement raison dans le sens où tu dis que c'était un coup de chance parce qu'à la base, j'ai passé le casting, on a quasiment casté tous les artistes du Fénois et je n'avais pas été retenu. À savoir que je devais jouer Morito à la base et je n'avais pas été reçu. Donc du coup, j'avais continué ma vie et une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Rafi Chart qui est l'auteur de Ma femme s'appelle Maurice et qui m'a dit finalement, tu n'as peut-être pas le rôle de Morito, mais tu joueras Choti, Georges. Et après, comment on fait? C'est comme tout, hein, c'est du travail, c'est de l'apprentissage et beaucoup, beaucoup de travail acharné. Une pièce en Rio, hein, vous y pensiez depuis longtemps? Alors, nous, on y pensait, non, mais je pense que ça a été le projet peut-être de Sonia Aline. Peut-être ça a été un grand défi pour elle de se dire... parce qu'à la base, il faut savoir que Ma femme s'appelle Maurice a été traduite dans 50 langues et dans le monde entier. Et ça a été une idée où est-ce que Rafi a rencontré quelqu'un ici qui s'est dit, moi j'ai envie de l'adapter en Rio Tahiti parce qu'elle a déjà été jouée en français par une autre compagnie. Et après, tout s'est fait au fur et à mesure, rencontre avec Sonia Aline qui a relevé le défi. Et après, c'est comme ça qu'ils ont lancé le fameux grand casting. Christopher Plenard, c'est un défi individuel, mais aussi temporel. Combien de temps pour basculer du français au Rio Tahiti? Alors, le terme est juste, ça a été un réel défi, surtout pour moi qui ne parlais pas un mot de tahitien. Alors, on nous a donné 2 mois. 2 mois, la deadline c'était dans 2 mois et on montait sur scène. En fait, ce qu'on a commencé à faire avec toute l'équipe, les autres avaient un peu plus de notions, mais on était quasiment tous débutants. En 2 mois, on a commencé d'abord à jouer en français pour apprendre les déplacements, les gestes et le principe de l'histoire. Ensuite, avec l'aide de Jacques Otiatia et puis tous ceux qui avaient des notions de tahitien, on s'est entraidés les uns les autres. Et d'ailleurs, je les remercie encore aujourd'hui pour leur aide et leur patience. Et puis, c'est comme ça que la magie a opéré. Autre défi, celui de la mise en scène. Quand on joue le rôle d'un menteur, comment on est accompagné? On a l'immense chance d'être accompagné par l'auteur de la pièce, l'auteur original qui est Rafi Chart. Eh bien, c'est comme une chorégraphie, c'est comme la danse. On est au millimètre près, on se déplace, c'est au regard, au doigt, à l'angle. Ça a été du vrai travail acharné et notre metteur en scène a été Rafi, justement. C'est comme ça qu'il nous a tous briefés les uns après les autres. Une pièce en Rio Tahiti, mais qui peut être vue par tous. Que dire aux spectateurs ne parlant pas tahitien? Alors, ce que je peux dire aux spectateurs, c'est que même si vous ne parlez pas tahitien, assez bizarrement, spontanément, vous allez comprendre parce qu'il y a aussi beaucoup de gestuels. On parlait justement dans la question précédente de déplacement, de regard, d'attitude. C'est énormément de comiques de situation et beaucoup de gestuels. Et que même si, et on en a eu la preuve d'ailleurs de personnes qui ont dit, même si je ne parle pas un mot de tahitien, mais j'ai tout compris l'histoire parce que c'est aussi le langage universel de l'humour. Quel impact dans la vie de tous les jours? Oh, sacré impact d'avoir fait d'avoir eu la chance, je dis bien la chance de faire partie de cette merveilleuse équipe et une production et un cadre, tout ça qui nous a porté. C'est que il y a eu une démocratisation en quelque sorte du Rio Tahiti parce que ne parlant pas et surtout en constatant qu'il y a une certaine gêne de parler du Rio Tahiti, ça m'a complètement débloqué sur le sujet. J'ai commencé à mieux le comprendre et surtout aujourd'hui à le développer. Au Morito Tauveni, sur la scène du Petit Théâtre, donc 4 dates à retenir, les 28, 24 mars et les 4 et 5 avril. C'est bien 28, 29, le 4 et le 5. Alors 28, 29 mars et 4 et 5 avril. Et il y en a sûrement d'autres qui vont arriver. Et pour vous, Christopher Plenard, l'aventure continue. Après la pièce en mai, un court-métrage en juin, un show international à Wellington, World of Wearable Art. Et oui, un petit court-métrage avec des zombies et tout, et le wow. Maruru Metei, Christopher Plenard, d'avoir pris la peine de venir sur ce plateau ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous avez pu le remarquer, c'est l'heure de votre journal des sports. Avec un agenda bien fourni ce week-end, Davidson, sport traditionnel, sport scolaire, taekwondo, rugby et voile, on vous développe tout ça dans un instant.
Direction le Parc Veil où s'est déroulée hier la première journée du championnat de Tahiti de Tuarumahui. Et près de 80 athlètes se sont essayés au lever de pierre et au lancer de javelot devant un public venu en masse assister à cette compétition de sport traditionnel. Les temps forts avec Andy Ebb. La journée a débuté avec le très attendu lancer de javelot ou Patiafa, une épreuve où une quarantaine d'athlètes ont montré tout leur talent. Une surprise pour la fédération Amuithit à Tuarumahui qui a souligné le retour en force des jeunes dans cette discipline, promettant de belles performances pour l'avenir. Les femmes et les jeunes, les Wiapi, avaient 8 séries de 10 lancers chacune pour atteindre la cible, un coco suspendu à 6 mètres 10 de hauteur et situé à 15 mètres du point de tir. Et sur la noix, on a des zones qui peuvent rapporter donc 10 points, 8 points, 6 points et 4 points. Et ils ont un temps aussi. Un parti. Normalement, c'est prévu 7 minutes, mais on va voir si c'est trop long, on peut raccourcir. Ça dépend du nombre d'athlètes. La technique est primordiale pour faire mouche et obtenir un maximum de points. Chaque série se termine par le comptage des résultats. Alors maman, 4 javelots. C'est quoi la technique? Il n'y a pas de technique, c'est à toi. Je vais quand même pas tout dire, là. Ouais, mais bon, c'est de l'entraînement aussi, hein. Parmi les moments forts de la journée, l'épreuve de lever de pierre a encore une fois impressionné le public. En compétition, une vingtaine d'athlètes devaient soulever de lourdes pierres de 80 à 140 kg selon la catégorie. Une fois soulevée, la pierre doit être stabilisée sur leur épaule pour valider la performance. Donc dès que la pierre décolle du sol, on prend le chrono. Et dès qu'elle arrive sur l'épaule de l'athlète stable, on arrête le chrono. Il ne faut pas la soulever n'importe comment. Par exemple, il ne faut pas mettre les 2 mains sous la pierre. C'est vraiment entouré, quoi. Mais l'exploit d'Eria Tararatia, maître incontesté de la catégorie super lourd, a été phénoménal. Il a soulevé une pierre de 140 kg en seulement 3 secondes, même s'il admet que son chrono aurait pu être encore plus rapide. Manque d'entraînement aussi, hein. Et qu'on vient d'arriver du championnat de France de bras de fer, décalage, tout ça, hein. Et ça joue. Un peu lourd, ouais, la pierre aujourd'hui, mais toujours premier. En parallèle, une démonstration de Taumahari ou montée au cocotier, ainsi qu'un marathon de Ori Tahiti ont ravi les spectateurs, contribuant à l'aspect culturel de cet événement. Rendez-vous maintenant en mai pour la 2e journée de ce championnat de Tahiti, avec encore plus de spectacles à prévoir avant la 3e et dernière journée en octobre. Ces épreuves s'inscrivent dans la préparation pour le grand événement du Heiva Tuarumahui, prévu les 14, 15 et 16 juillet prochains dans les jardins de Paufei. Capreatea, maintenant, près de 300 élèves ont participé aux Jeux interétablissements. Pendant 4 jours, collégiens et lycéens se sont affrontés en basket, football, tennis de table et volleyball. Et cette année, 10 stagiaires de l'ICEP ont épaulé l'organisation. Retour sur cette grande fête à du sport avec Ronnie Moufat. 288 élèves, 34 professeurs et accompagnateurs et une compétition intense sur plusieurs terrains, les Jeux inter-îles des Raromatei ont tenu toutes leurs promesses. Entre football, basket, tennis de table, va'a et volleyball, les jeunes athlètes ont dû enchaîner les efforts et se surpasser. 9 établissements étaient en lice, répartis en 4 catégories, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Pour assurer le bon déroulement des compétitions, des étudiants en STAPS ont apporté leur soutien. C'est toute la mise en place en fait, du matériel, c'est plus ça en fait. Et aussi la mise en place des scores, comment ça marche et tout, c'était plus ça la difficulté ce matin. Et le plus dur en vrai, c'est de s'adapter aux élèves et surtout de respecter les critères choisis pour classer les élèves sur le classement final. Alors mon rôle ici, c'est vraiment de mettre en avant l'événement, de le promouvoir, du coup de faire des photos et des vidéos tout au long de l'événement. Sur les terrains de jeu, les jeunes se donnent à fond, une expérience enrichissante qui leur permet notamment de mettre en pratique leurs acquis. On fait des passes, arrivé au but, on essaye de tirer dans le but. Toujours jouer devant, comme ça on peut assurer les buts et tout. Okay. Bon. Et ça a marché pour l'instant? Ouais. Très satisfait par rapport à, depuis le début, hein, très satisfait pour nos enfants, par rapport au respect, par rapport au partage aussi entre eux, les règles, voilà, de se respecter soi-même et les autres adversaires aussi. Au-delà de la compétition, ces Jeux sont l'aboutissement d'un long travail des enseignants visant à promouvoir l'excellence sportive et l'esprit d'équipe.
Alors pour nous c'est très important puisque c'est une rencontre qui permet de rassembler toutes les îles avec les problèmes de transport que l'on peut savoir. On ne peut pas le faire souvent dans l'année et en fait c'est un fil conducteur. C'est vraiment l'aboutissement d'un travail de nos élèves sur toute la période des entraînements de l'année de l'association sportive. Ça crée une véritable dynamique dans nos AS. Au classement général, le lycée d'Outourois décroche la première place devant les collèges de Huahine et Borobora. Une belle réussite pour cette édition placée sous le signe du dépassement de soi et du fair play. Les championnats de Polynésie de taekwondo ont rassemblé 260 combattants hier à la salle d'Excelsior. Parmi eux, on retrouvait les jeunes espoirs sélectionnés pour disputer en mai les championnats du monde cadet organisés aux Émirats Arabes Unis. Et les Iriteiwao les a rejoints sur les tatamis. Regardez. Mananui Shinfo Badenas fait partie des 9 cadets sélectionnés pour les championnats du monde. En finale de la catégorie des moins de 41 kg, il retrouve Arihau Mosonek. Malgré des douleurs aux pieds, Mananui l'emporte en 2 rounds bien maîtrisés. C'était plus un défi pour se préparer pour les championnats du monde. Au premier round, c'était plus analysé et on a vu que déjà je me protégeais mal. Du coup, il marquait facilement, mais il ne voyait pas très bien les coups de pied quand je montais à la tête. À 2 ans des Jeux du Pacifique organisés au Fénois, certains de ces cadets pourraient faire partie de la sélection tahitienne. Leur progression est donc suivie de très près par la Polynésia Taekwondo et son président Alfred Leikunsing. Ça fait partie aussi du chemin de sélection des athlètes de la Polynésia Taekwondo. Donc là, l'objectif c'est vraiment les Jeux du Pacifique. Donc il faut qu'ils participent à ce championnat. C'est important hein, parce que là ici, il faut que nos cadets, nos juniors puissent progresser. Et après, si on progresse ici et à l'extérieur, je pense qu'on pourra faire quelque chose là, au prochain Jeux du Pacifique. Pour peaufiner leur préparation, les jeunes espoirs s'envoleront la semaine prochaine pour la Corée du Sud avant de disputer du 10 au 14 mai les championnats du monde organisés à Fujairah. Pour soutenir le développement du rugby féminin, la Fédération polynésienne a instauré un calendrier de plusieurs compétitions. Et un volet concerne le rugby à 7 et l'autre le touch rugby, une discipline sans contact qui permet d'attirer davantage de femmes et leur permet de découvrir l'univers de l'Ovalie. Hier, nous avons couvert la 2e journée de touch rugby féminin. Regardez. Sur un terrain plus petit qu'au rugby classique, Manoura affronte l'équipe d'Aroué dans un match aux règles spécifiques, sans plaquage et sans mêlée, donc moins de risque de se blesser. Le touch, c'est un sport qui joue 6 contre 6 sur un terrain qui fait 50 mètres de large et 70 de profondeur. C'est un toucher qui peut se faire à une main ou 2 mains. C'est un sport qui est hyper dynamique parce qu'on est tout le temps en action sur un terrain qui est quand même assez grand et à 6. Ça nous fait courir beaucoup, c'est très cardio et c'est super et c'est moins dangereux qu'on va dire que le rugby plaqué, donc c'est accessible à tous et c'est très bien. Pas de contact, une donnée importante pour beaucoup d'entre elles, notamment les joueuses d'Aroué qui ont constitué une équipe unique pour le championnat de touch rugby. Ce jeu est ouvert à tous et sans limite d'âge. Ça permet en effet de faire tomber pas mal d'appréhension, ça permet de se connaître un peu mieux déjà nous et avec les copines aussi parce qu'il faut être hyper soudés sur le terrain. Donc c'est vraiment de la discussion, de la communication et du soutien tout le temps, tout ça en faisant du sport, quoi. Du côté de Manoura, les joueuses prennent part aussi bien au championnat à 7 qu'au touch rugby. Ces épreuves leur offrent l'opportunité de perfectionner plusieurs aspects, technique, agilité et vitesse. Déjà, le toucher, ça permet aussi à nos blessés de pouvoir participer au toucher parce que forcément, on ne pourra pas jouer au plaquage, donc on les oriente vers le toucher. Et ça permet aussi de recruter plus de personnes qui, à l'image du rugby, pour eux, c'est violent, alors que le toucher, c'est juste du toucher, il n'y a pas de contact. Finalement, les deux équipes terminent à égalité sur le score de 10 partout, mais ici, le résultat n'est pas le plus important. L'objectif est d'inciter la gente féminine à s'initier au rugby. Et la Fédération polynésienne poursuit son travail de développement sur tous les fronts. Cette semaine, elle accueille des intervenants internationaux pour des formations. Et pour nous en parler plus en détail, nous accueillons ce soir Teiki Dubois, vice-président de la Fédération polynésienne de rugby en charge des relations internationales. Yoranati. Yorana Oriano, Yorana Davidson et Yorana à tous nos téléspectateurs. Effectivement, on a une grosse semaine devant nous, on appelle ça une super semaine de formation, puisque nous allons organiser tour à tour 4 formations.
une formation qui va consister à former des formateurs polynésiens, une formation qui va consister à former le personnel médical. Donc on a actuellement des infirmiers, des kinés, des médecins qui sont inscrits afin d'obtenir une accréditation qui leur permettra, qui est obligatoire d'ailleurs pour accompagner les sélections, mais aussi dans l'optique d'organiser des compétitions à Tahiti. Et on sait bien qu'en ligne de mire, on a Tahiti 2027, donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à former notre personnel. Derrière, on a aussi des formations d'arbitres, parce qu'on en a besoin aussi, et des formations d'entraîneurs spécifiques sur le rugby à 7, afin justement de faire acquérir des nouvelles compétences à tous nos entraîneurs. Toutes ces formations sont assurées par World Rugby, donc on n'arrête pas de recevoir depuis hier matin, hier après-midi, des formateurs qui arrivent sur des vols différents, et le dernier groupe de formateurs arrive ce soir pour débuter demain matin les formations. Et qui, la semaine d'après, vous recevez encore des personnalités de l'Ovalie française. Vous pouvez nous en parler? Oui, on va enchaîner. Donc, après cette super semaine de formation, on aura une deuxième semaine, on va dire, un peu plus politique. Alors, non seulement on va recevoir des élus de la Fédération française de rugby, mais également des élus de l'Océania Rugby. Alors, concernant la Fédération française de rugby, on est très content de pouvoir les recevoir, puisque ça fait plus de 20 ans que nous n'avons pas eu d'élus qui sont venus en Polynésie française et que nous avons renoué depuis 2020 les contacts avec la Fédération française par la voie conventionnelle. Donc on va recevoir Jordan Roux, qui est le vice-président en charge des territoires, et on va pouvoir aborder plusieurs questions. Il va pouvoir se rendre compte de comment ça se passe en Polynésie française, le développement du rugby, avec un œil un petit peu nouveau, puisque nous ne sommes pas affiliés à la Fédération française de rugby, mais en même temps, c'était l'occasion de faire rencontrer le président de l'Océania Rugby. Donc, on va pouvoir échanger ensemble de sujets très importants pour nous, notamment le soutien de afin qu'on puisse retrouver notre affiliation à World Rugby. On va également en profiter pour rencontrer le ministère. Notre ministre qui nous soutient, je remercie vraiment, qui nous soutient dans le développement du rugby. On la rencontrera puisque Océania Rugby a pour objectif d'organiser des compétitions de rugby à 15 en Polynésie, mais il souhaite pouvoir échanger avec le gouvernement pour voir si le gouvernement est prêt à s'engager dans ce sens-là. Et on va également organiser des compétitions de jeunes avec la Nouvelle-Calédonie, avec Wallis et Futuna, et on va ouvrir ces compétitions aux autres pays de l'Océania Rugby, puisqu'il y a des compétitions qui sont organisées pour les équipes seniors, mais pas chez les équipes jeunes. Donc nous, on aimerait apporter justement cette dimension qui correspond au travail de développement qu'on est en train de faire. Merci Teiki, on arrive déjà au thème de cette interview. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler du développement de rugby. Et le rendez-vous est donc pris cette semaine pour les super formations. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, une belle semaine à venir. Allez, tout de suite, on découvre le reste de l'actualité sportive, locale et internationale, en bref et en images. Le tout jeune pilote Aumana Besser est devenu ce week-end le premier Polynésien à participer à un Supercross junior. Dans la ville de Birmingham, ils étaient 15 sur la grille de départ. Le petit bonhomme de Papara a pris la 7e place à l'issue des 3 tours de piste. Un moment historique pour le motocross tahitien. 4 combattants tahitiens ont participé aux Océanias de lutte aux îles Samoa-américaines à Pago Pago. Beitihou Tsenase, Kateanui Mati, Tamatere, Hervé et Tahaki Alitei se sont engagés dans 3 épreuves, la lutte libre, la lutte gréco-romaine et le beach wrestling. Au total, la délégation tahitienne a décroché 10 médailles, dont 5 en or et 5 en argent. La saison 2025 de VA a débuté en beauté hier avec la première grande épreuve du calendrier fédéral, le marathon aller-retour de 46 km reliant le parc Veirei au plan d'eau de Thème 1. Un parcours exigeant qui a vu des performances spectaculaires sur l'eau. Après une belle 3e place à l'aller, Timo Pété s'impose lors de la 2e étape devant son EDT Échelle qui prend la 3e position. On n'avait pas de pression, tout ça, il fallait faire le job et voir où on se situait. Et chose faite, on est toujours là et voilà, c'est de bon augure. Au classement général, Shell s'empare de la première place après une lutte acharnée. Timo Pété doit se contenter de la 2e place, tandis qu'Air Tahiti complète le podium du top 20.
Dans le top 40, Popora Tehoe Mamous adjuge la première place, suivi de EDT et RTT Nui qui termine à la 3e position. Chez les entreprises, Viniv A domine devant RTT et Ifremer. Côté féminin, les femmes d'Ihilaniv A se sont imposées avec brio, tandis que les juniors d'EDT A ont mis tout le monde d'accord. Une saison 2025 des plus ouvertes s'annonce pour le VA avec de nombreux rebondissements à venir. Le Team Dragon Spirit Fighter Thai Boxing a organisé samedi à Fatawa son gala de Muay Thai. 33 rencontres étaient à l'affiche. Une première partie était consacrée au combat éducatif, l'occasion pour certains jeunes de faire leur premier pas sur le ring et aussi de détecter de potentiels futurs champions. Détecter les jeunes, oui. En tout cas, dans tous les clubs, c'est full. Au niveau des jeunes, ils sont déjà là pour les plus petits, ils commencent déjà à 5 ans. Il y en a déjà un combat à 5 ans, 5 ans, 8 ans, et jusqu'à 10-12 ans. Et c'est pour les faire évoluer en fait. Et on prend la mer. Maintenant, du 1er au 4 avril, se disputera le championnat d'Océanie d'optimistes. Et oui, cet événement réunira nos espoirs de la régate au Fénois et des compétiteurs étrangers venus du Pacifique. Les compétitions se tiendront à Aroué. À une semaine de l'échéance, nos jeunes représentants sont prêts. Nous les avons suivis dans leur préparation. Regardez. Sur ce plan d'eau, nos jeunes régatiers vont batailler pendant 3 jours de compétition contre des équipes de Nouvelle-Calédonie et des îles Cook. Durant cette période, ils devront rester concentrés et s'adapter aux conditions de vent. Pour faire la voile, il faut faire attention au courant, au vent, aux vagues. Il ne faut pas trop que l'avant tape sur les vagues. Moi, pour les océaniens, je me sens un peu stressée, mais je me dis ça sert un peu à rien d'être stressée parce que je me dis il y a juste à faire un bon départ et de se concentrer tout le long sur la régate et je me dis ça va bien se passer. Le plus, c'est être focalisé sur la régate, essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et surtout à ne pas faire trop de mouvements avec son gouvernail parce que le gouvernail est très grand par rapport au bateau, donc si on fait trop de mouvements, ça freine le bateau. Au total, plus de 60 pratiquants âgés de 9 à 18 ans concourant dans 4 catégories différentes. En optimiste, il y a 3 séries. Donc on va avoir la série A qui va être la série compétition, la série phare. On va avoir la série B qui va être le niveau intermédiaire. Et on va avoir la série C qui va être pour les enfants qui débutent dans la compétition, qui vont faire qui vont tirer leur premier bord dans la compète et qu'on va accompagner. Et la 4e série, ça va être les ILCA. Donc du coup, ce sont des ados de 13 à 18 ans, en dessous de 18 ans, qui vont régater. Donc c'est la plupart des anciens en optimiste, donc ils ont déjà un bon niveau. Donc ça promet un beau spectacle également. Parmi ces jeunes passionnés de la voile, 10 enfants issus des quartiers prioritaires d'Aroué participeront à ce championnat en tant que novices, une belle opportunité pour repérer de futurs talents. Et on termine notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. Samedi 29 mars, il y aura plusieurs rendez-vous en sport de combat. Une compétition de grappling à Travo avec la TMS Grappler Nogi Contest. Il y aura aussi une journée de boxe anglaise organisée par le club Tiatoa Boxing Pop été dans la salle Makonena Tiperui. Et enfin, sur l'île seule, les amateurs de course à pied se réuniront tout le week-end pour le marathon de Moorea. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Au programme ce soir sur votre chaîne Charlie's Angel, Les Anges se déchaînent, un film de Mac G avec Cameron Diaz et Drew Barrymore. Demain, c'est Sophie Guébel qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée sur Tétini Télévision, une très très belle semaine. Et oui, et comme d'habitude, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.